Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait vivre les travaux des sénateurs. Et aujourd'hui, nous allons parler de trottinettes électriques, de vélos avec assistance ou encore de hoverboard. Le Sénat a organisé la semaine dernière un débat sur ces nouvelles mobilités qui fleurissent dans les grandes villes. Alors ces nouveaux moyens de transport sont très pratiques, ils permettent de rouler sur la route ou alors de se faufiler sur les trottoirs. Prenez la trottinette électrique par exemple, elle peut aller jusqu'à 35 km/h et côtoyer les voitures en ville. Le problème, c'est que ces transports n'ont pas d'existence dans le droit, ce sont des ovnis juridiques. Les collectivités attendent donc beaucoup de la prochaine loi sur les mobilités qui arrivera au printemps 2019. Tout de suite, le débat sur les nouvelles mobilités urbaines. La délégation à la prospective va publier dans les semaines qui viennent 2 rapports. L'un concernant les mobilités, ou plus exactement les nouvelles mobilités. Et c'est ce rapport-là qui fait l'objet cet après-midi de cette table ronde. Et un autre rapport, dont d'ailleurs Fabienne Keller est co-rapportrice, sur le pacte intergénérationnel. C'est le moment, avec tout ce qui se dit et se fait, c'est le moment de voir quelle est la nature de ce pacte. Je veux vous dire, pardon chers collègues, je ne vous avais pas vu, et je veux vous dire que je suis très heureux que de l'initiative d'Olivier, initiative prise avec l'ADEME, donc je laisserai tout à l'heure Madame Trochesec et Olivier Jacquin animer l'ensemble des débats. La délégation à la prospective, qui est le seul modèle au Parlement, puisque l'Assemblée nationale n'a pas de délégation à la prospective, le Parlement européen, une institution qui correspond à peu près, mais qui n'est pas exactement une délégation à la prospective, mais c'est une délégation qui a publié dans les années passées des rapports parfois révolutionnaires. Vous avez peut-être pu voir, et je lui ai demandé d'ailleurs de l'actualiser, parce qu'après tout, tant qu'à faire la révolution, autant le faire bien, un rapport sur les risques financiers et bancaires de notre collègue Pierre-Yves Collombat, des rapports sur la ville, des rapports sur les changements géographiques, des rapports forcément sur le climat. Bref, la délégation à la prospective, elle a pour objet, en dehors du travail des commissions institutionnelles du Sénat, de faire essentiellement, par définition, de la prospective sur 10 ans, sur 20 ans. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme nouveau mode de déplacement? Quels sont les critères de ces modes de déplacement? Comment est-ce qu'on peut voir sur l'ensemble des territoires, et pas seulement sur les territoires urbains favorisés, les problèmes liés au déplacement? Bref, nous avons beaucoup d'éléments. Cet après-midi, c'est plutôt sur les mobilités urbaines à l'heure du vélo et des nouveaux engins. Alors j'ai vu qu'il y avait des représentants, notamment par exemple de la SNCF. Je ne sais pas s'ils comptent faire rouler des trains dans nos villes. Ça va être sympa, mais enfin en tout cas, il y a forcément un nouveau partage qui se prépare, il y a forcément de nouvelles habitudes. Je ne suis pas toujours convaincu, quand je vois ce qui se passe à Paris, je ne suis pas toujours convaincu que ce soit si facile que ça, et que les effets de mode puissent toujours durer. À un moment, la dure réalité de la vie et de la circulation peut être aussi un mur, mais en tout état de cause, c'est à ce rapport de dire ce qu'il en sera demain, et je cède immédiatement la parole à Olivier Jacquin et à Madame Trochesec. Bonjour à toutes et tous, merci de votre présence nombreuse. La jauge de la salle est atteinte et je voudrais remercier le président Carucci. Vous l'avez compris, c'est lui qui préside la délégation à la prospective, qui a fortement soutenu cette initiative qui, il y a quelques mois encore, aurait pu paraître gadget, anecdotique, mais la réalité du développement des EDP font qu'on a réussi à monter ce colloque cet après-midi parce que cette question est réellement considérée comme sérieuse. D'ailleurs, tu viens de parler de la SNCF. J'avais tenté un amendement pour favoriser l'utilisation des EDP, engins de déplacement personnel,
auprès des opérateurs ferroviaires et ça donnait lieu à une discussion qui est partie un peu en vrille et à un fou rire de la ministre à 1h du matin sur ces questions-là devant le débat à l'intérieur de l'hémicycle. Mais cette question est devenue tout à fait sérieuse. Nous sommes là aujourd'hui, c'est un bon signe. Et peut-être que dans une prochaine édition, on arrivera à avoir une démonstration, une présentation sur le parvis de la cour d'honneur de différents engins de déplacement personnel. Parce qu'il n'y a pas que les trottinettes électriques, et il n'y a pas que le milieu urbain. Lorsqu'on parle de nouvelles glisses urbaines, par exemple, les vélos électriques à grande vitesse, Speed Pedelec, vont se développer en périurbain, voire en rural. Ils permettent de parcourir des distances significatives sans trop transpirer et on peut rejoindre une gare TER, faire son sport en même temps qu'on va au travail, par exemple. Donc cette question dépasse dans l'imaginaire la question des métropoles, elle va atteindre, je pense, la plupart des territoires. Pas tous les modes concernés, mais certains d'entre eux en tout cas. Voilà, alors je tiens vraiment à remercier l'ADEME qui a été très réactive et dynamique et qui nous a permis d'obtenir la faisabilité de cet après-midi. On avait même prévu avec les associations qu'on va citer d'avoir un temps de démonstration. On était prêt à partir là-dessus et puis il y a eu des contingences techniques. C'est pas moi les contingences. Ah non, il a soutenu Roger, il a soutenu. Ouais. Voilà. Alors, donc cet après-midi, nous ne présentons pas notre rapport Nouvelle Mobilité à l'aune du numérique et du point de vue de la fracture territoriale. Vous avez bien compris que c'était une parenthèse dans ce rapport. Et ce rapport sur lequel nous travaillons ne consistera pas à faire l'inventaire des nouvelles technologies dans le domaine, mais à se poser beaucoup plus, ce qui nous intéresse ici au Sénat, l'impact sur l'aménagement du territoire, sur la fracture territoriale, sur l'égalité devant les mobilités demain. Donc on boucle ce rapport qu'on présentera le 8 novembre, effectivement. Donc ce débat vient vraiment à un moment intéressant, puisque la fameuse loi sur les mobilités va venir paraît-il prochainement dans nos hémicycles et donc c'est un point extrêmement important, mais déjà il y a le projet de loi de finances qui va traiter aussi d'un certain nombre de questions liées aux mobilités douces et à la compensation et à la taxation éventuelle d'externalités négatives. Donc le contexte est plutôt intéressant et favorable. Alors cet après-midi on pose dans ce colloque quelques questions. La question de la législation du point de vue de ces innovations quelquefois extrêmement rapides qui devancent la loi, la question du partage de la voirie et de la sécurité, la question de la santé avec un petit module qu'on a appelé l'homme qui roule et l'homme qui marche. Voilà, on vise à travailler ensemble à dégager des pistes qui nourriront nos travaux législatifs. Je vais donner la parole à ma collègue Michèle Vuillien, mais ce matin, en commission aménagement du territoire et développement durable, nous auditionnions Valérie Masson-Delmotte, qui est bien connue, qui est membre éminente du GIEC. Elle a validé ma question qui consistait à lui demander si elle ne pensait pas que les citoyens, nos concitoyens, étaient peut-être plus volontaires que la moyenne du monde politique. Et elle nous a incité au courage. Elle a dit qu'il faut avoir le courage de prendre des décisions et d'avancer sur ces questions-là. Voilà, je vous laisse avec cette réflexion. Et la parole à Michel. Merci à tous. Merci à Olivier. Je vais être très brève. Avoir du courage, je vois que la salle est pleine et que vous avez tous eu le courage de venir jusqu'à nous pour débattre de ces sujets. Et c'est vrai que ces nouvelles mobilités nous interrogent, nous interpellent, parce que c'est vrai que dans les milieux urbains, alors on est très attentif justement à ce qu'il n'y ait pas de fracture de mobilité entre ce qui est moins dense et ce qui est le plus dense. Mais on sait très bien que dans les milieux urbains, c'est là où se déplace le plus grand nombre de modes. On passe de la voiture au métro, au tram, au bus. Mais on est d'abord piéton, on est cycliste et puis on est aussi désormais utilisateur de trottinettes, voire de trottinettes électriques et des engins de déplacement personnel plus ou moins exotiques, les vélos couchés, etc.
Donc en fait, on sait très bien que les uns et les autres, on va privilégier d'abord ce qui va nous faire gagner du temps, le coût va rentrer bien évidemment dans nos choix, le confort et puis l'adaptation à la météo du jour, hein, parce qu'on ne va pas se déplacer de la même façon tous les jours. Donc une grande variété bien sûr de modèles économiques, mais on va le voir, parce que entre l'équipement individuel, l'équipement partagé, le free floating ou la station, on voit bien que là, il va falloir petit à petit, et mon collègue l'a évoqué, il va falloir que la loi LOM, cette loi sur la mobilité, dise un petit peu comment on partage la voirie. Donc moi, pour m'intéresser depuis de nombreuses années au sujet sur l'agglomération de la métropole de Lyon, sur les 59 communes et puis sur tout le Rhône, de se dire comment on peut faire cohabiter l'ensemble des modes pour qu'il n'y en ait pas un qui prenne le pas sur l'autre. Parce qu'on sait très bien qu'il faut aller du plus fragile au plus dur. Et ça, on le sait tous, mais comment on fait cohabiter les modes, comment on se fie au civisme, et moi je pense, j'ai envie de me fier au civisme des utilisateurs, mais en fait le civisme, on sait aussi que c'est un petit peu ses limites, qu'il faut un petit peu border tout ça, parce qu'en fait, on se rend compte maintenant que pour prendre le cas des trottinettes et des trottinettes électriques, qui finalement ne savent pas où elles doivent rouler, théoriquement elles ne doivent pas être sur la route, elles ne doivent pas non plus, il faut qu'elles soient sur le trottoir, mais moi qui suis piéton, j'ai une peur bleue de ces engins, parce que moi je prends les transports publics et puis je suis piéton à un moment donné. Et c'est le cas de tout le monde, même si on est en voiture, on est piéton à un moment donné. Donc les gyropodes, alors il y a des engins qui ont plus ou moins disparu, mais il y en a d'autres qui réapparaissent. Donc à un moment donné, comment on fait? Moi j'ai eu l'occasion de voir un gamin en skateboard sur la route, arriver de la droite et prétendre à la voiture qu'il avait la priorité parce qu'il arrivait de la droite et il était sur la route. Donc à un moment donné, c'est ça, je pense aussi qu'il va falloir... moi j'aimerais cet après-midi, je suis très intéressée par les débats que nous allons avoir avec tous les spécialistes qui sont là et ceux qui ont envie que ça avance, comment on fait cohabiter et comment on trouve des règles qui ne soient pas trop coercitives, mais qui en plus fassent que chacun trouve sa place dans la ville, du plus fragile au moins fragile, du plus jeune au moins jeune. Voilà, moi je souhaite un excellent après-midi de travail sur le sujet et je vais tout de suite repasser la parole à Olivier. Merci Michel, et un petit salut à Olivier Schneider particulièrement parce que c'est lors d'une audition de la Fédération urbaine de la bicyclette qu'on a eu l'idée de concrétiser cette affaire-là. C'est bien ça, hein? Voilà. Alors je vais donner la parole à Élodie Trochesec de l'ADEME et on a une réalisation du Sénat là. Ça fait environ 4 ans que j'utilise le Vélib à Paris. Je me déplace plutôt à pied. J'aime circuler à pied. Je roule en vélo depuis 4-5 ans à Paris. Pour aller au travail, pour travailler si éventuellement, et pour rentrer de soirée aussi. J'estime rouler environ 10 km par jour. J'aime bien le bus, mais aussi le métro et récemment les trottinettes électriques. Alors je fais la trottinette depuis 1 heure, là je viens tout juste d'essayer de débloquer la trottinette et d'y aller. Exceptionnellement en voiture, si j'ai un bagage, un gros achat à faire, un carton à déplacer. D'habitude j'utilise beaucoup plus le métro et de temps en temps le vélo le soir quand il n'y a plus de métro. Moi j'habite à Paris, donc ça veut dire que je peux rentrer à n'importe quelle heure. Et ça c'est super pratique. Je ne suis pas dépendant des métros qui s'arrêtent à 1 h du matin ou à 2 h. Les avantages que j'y vois, c'est qu'on est clairement plus mobile. Pour des petits déplacements, c'est plus rapide aussi. Et puis ça permet de voir Paris autrement que sous terre en fait. J'ai pas payé de Navigo. J'ai plus de Navigo depuis que j'utilise le Vélib. C'est moins fatigant qu'un vélo. C'est moins bondé qu'un métro. Ce qui me plaît, c'est pour les petites distances, les choses genre de 20 minutes, de 25 minutes à pied, ça rend beaucoup plus rapide et ça coûte pas trop cher pour les petites distances comme ça. Moi non, je ne trouve pas dangereux. J'essaie de faire attention bien sûr et rester, je vais pas sur les trottoirs et rester sur les lignes pour les vélos. Là sur le peu que j'ai fait niveau sécurité, ça va, après c'est à moi de faire attention, ça revient au même qu'en vélo et une fois qu'on manie bien la trottinette, je pense que ça peut aller tout seul. Même si les voitures sont quand même assez respectueuses des vélos, je trouve, il y a des fois où c'est un peu
un peu chaud quoi. C'est peut-être plus compliqué de circuler à pied avec les trottinettes sur les trottoirs, les nouveaux engins, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, les gens qui ont des pieds sur une barre à roulettes, ils vont vite et on ne sait jamais s'ils vont vous éviter, s'ils vous ont vu. Est-ce que la pollution est un problème pour moi? Non, je pense pas. Non, enfin, je ressens pas une vie polluée dans Paris. Je dois respirer quand même 2-3 gaz, sûrement pas top, mais au moins je fais de l'exercice, donc j'imagine que ça compense. Paris s'aménage de plus en plus, pense de plus en plus au vélo. Je dirais que déjà, tous les voies de vélo, ça convient très bien. À la trottinette électrique, ça roule à peu près à la même vitesse. Il faut prévoir de nouveaux emplacements pour les circulations de vélos à Paris. Par exemple, sur les routes, les petites routes, il pourrait y en avoir sur les petites, sur les grands axes, ça rentre parfaitement. Je pense qu'il faudra légiférer sur, je pense notamment aux roues. Il y a des fois quelques abus. Ça fait environ 4 ans que j'utilise le Vélib à Paris. Je me déplace plutôt à pied. J'aime circuler à pied. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci aux sénateurs, Monsieur Jacquin, de nous avoir invités. Merci à Monsieur Carucci pour son introduction. Merci vraiment à tous les rapporteurs de cette initiative. Je pense que c'est avec beaucoup de plaisir qu'on est là aujourd'hui pour débattre au Sénat sur ce sujet des mobilités qui pour certains est notre quotidien et qui est de plus en plus prégnant dans l'actualité avec l'année dernière, les assises de la mobilité, très récemment le lancement du plan vélo et puis très bientôt la loi d'orientation des mobilités. Donc Émilie Trochesec de l'ADEME, Monsieur Jacquin nous a proposé donc d'animer cette table ronde. L'objectif, c'est de donner la parole à différents acteurs de ces mobilités urbaines, de ces nouvelles mobilités. On verra qu'urbain, le terme est peut-être mal employé, pour apporter différents angles de vue sur une thématique qui est loin d'être simple, une thématique aux multiples enjeux, aux multiples défis. Et donc, nous vous proposons plusieurs témoignages, on va dire, de ces grands acteurs de la mobilité d'aujourd'hui et de demain. L'après-midi va s'organiser en 2 temps. Une première série de présentations de la part de ces acteurs, suivie d'un temps d'échange avec la salle. On ouvrira le débat sur ces premières thématiques liées notamment à la vision des usagers, à l'état actuel du parc et du marché de ces nouvelles mobilités et aux questions de santé. Et suite à ce premier échange, on aura une deuxième série de présentations suivie à nouveau d'un échange. Cet espace est le vôtre, donc n'hésitez pas à prendre la parole, n'hésitez pas à exprimer vos points de vue et puis une très bonne après-midi à tous. Merci au Sénat également pour la réalisation de ce micro-trottoir. On a donné la parole aux Parisiens, maintenant on donne la parole à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Et pour commencer, Monsieur Yann Tréméac, qui est chef adjoint du service transport et mobilité à l'ADEME et qui va nous donner donc un premier niveau de connaissance sur l'état des lieux de ces nouvelles mobilités urbaines à date. Merci Elodie et encore merci pour tout le travail fait pour organiser cet événement qui est pour nous super. Donc moi je vais vous parler globalement dans ma présentation en 3 temps. Tout d'abord donner des éléments de contexte, faire un point sur les enjeux liés à la mobilité. Ensuite, dresser un panorama de la mobilité, des nouvelles mobilités urbaines. Et enfin, finir sur cette notion de défi. Quel défi on a à relever collectivement pour la mobilité du futur et quels sont les leviers pour relever ces défis. Alors, normalement, ça fonctionne comme ça, c'est ça? Ah oui, super. Alors en termes d'éléments de contexte, on est quand même dans un contexte, je dirais, national, mais d'ailleurs plus globalement, favorable à l'émergence de nouvelles solutions de mobilité. On parle de quoi? On parle de déjà la loi sur la transition énergétique, sur la croissance verte. On parle de la stratégie nationale bas carbone. Tiens, typiquement, pour préciser un point sur la loi de transition énergétique, je rappelle notamment qu'il y a une obligation dans la loi de transition énergétique sur la réalisation de plans de mobilité pour les sites des entreprises de plus de 100 salariés. Donc on pousse finalement les entreprises à réfléchir à leur nouvelle mobilité, à pu venir seul tous les matins en voiture à son travail. Un autre élément, un facteur important dans cette loi LTECV sur la croissance verte,
l'introduction de l'indemnité kilométrique vélo, l'IKV, qui a été aussi quelque chose qu'on a beaucoup poussé et qui est très structurant aussi, on le pense, pour le développement du vélo. Sur la stratégie nationale bas carbone, je rappellerai aussi la contribution attendue du secteur des transports, puisque pour respecter finalement l'objectif national d'un facteur 4 de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on parle sur la période 1990-2050 d'une réduction de plus de 60%, 65% pour être précis, des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. En plus d'éléments de contexte, bien sûr, je n'oublie pas le plan climat avec la fin attendue des ventes de véhicules thermiques en 2040, les assises de la mobilité qui ont été un moment très structurant d'échange collectif entre toutes les parties prenantes de la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Je pense que ça a été très riche. D'ailleurs, ça va déboucher incessamment sous peu sur une loi d'orientation des mobilités qui devrait être aussi là très structurante pour la mobilité de demain. Et enfin, je n'oublie pas, bien sûr, quelque chose de connexe à ces assises de la mobilité qui a été beaucoup poussé par les acteurs. Je regarde Olivier aussi en le disant, notamment le plan vélo et mobilité active, sur lequel on s'étendra un petit peu plus tard. Donc voilà, en termes d'éléments de contexte. Derrière les enjeux, ils sont multiples. On parle déjà de défis énergétiques, c'est-à-dire de notamment réduire notre dépendance, la dépendance énergétique au pétrole. On a en parallèle de ça un enjeu de diversification énergétique. On parle de plus en plus de nouveaux carburants alternatifs, que ce soit l'électrique, que ce soit le gaz, que ce soit bientôt l'hydrogène. Il y a aussi un défi lié à la gestion des ressources, et plus précisément à l'épuisement des ressources, que ce soit fossiles, minérales. C'est une question sur la criticité des matières premières. Un autre élément, bien sûr, vous en avez parlé au travers notamment du dernier rapport du GIEC, le réchauffement climatique, qui est une préoccupation de chacun, qui doit être une préoccupation de chacun. Bien sûr, un défi relatif aux émissions de polluants. Juste un chiffre, dans nos évaluations, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais on estime que les émissions de polluants conduisent à 48 000 morts prématurées par an, ce qui est significatif. Donc on a du travail à faire sur cette question de la pollution, de la qualité de l'air. Et enfin, il y a bien sûr un défi relatif à la vie urbaine. Donc, Madame la sénateur, Madame la sénatrice en ont parlé, le partage, l'occupation de l'espace, le partage de la voirie, comment finalement on cohabite avec ces différentes modalités de déplacement, de mobilité. Il y a la problématique de la congestion. Le micro-trottoir était vraiment intéressant. Cependant, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de voitures qui sont garées derrière les personnes qui parlent et beaucoup de voitures qui se déplacent. Donc, je vais y revenir, mais on a des éléments pour juger justement de cette évolution des mobilités. Cependant, la voiture reste encore prépondérante. Et donc, avec toutes les questions de congestion dans les métropoles et les grandes villes qu'elle peut induire. Et pas seulement d'ailleurs. Et bien sûr, enfin, une question de bruit. Le bruit est aussi une dimension importante qu'il nous faut traiter à l'avenir. Et on parlera notamment de modes de déplacement plus silencieux. Alors, pour revenir maintenant sur des éléments de constat, la voiture reste quand même, on va dire, le mode de déplacement prépondérant, le mode de mobilité prépondérant pour les déplacements. Alors, notamment, là, je vous ai mis des chiffres qui sont tirés de l'INSEE, déjà qui chiffrent un petit peu les distances domicile-travail, puisque la moitié des salariés travaillent à moins de 10 km de chez eux. En 2015, pour revenir maintenant sur les autres mobilités, 500 000 personnes, c'est-à-dire qui représentent à peu près 2% des actifs, donc il y en a emploi, vont travailler à vélo. Donc 2% des personnes en France utilisent le vélo pour aller travailler. Au niveau des deux roues motorisées, c'est à peu près similaire, c'est à peu près aussi 2%. Cependant, ce qu'on peut noter, c'est que ces deux modes de transport sont quand même beaucoup moins utilisés que les transports en commun, puisque ça représente à peu près 15% l'utilisation des transports en commun à l'échelle française, mais surtout par rapport aux véhicules automobiles qui représentent là encore à peu près un peu plus 70% des déplacements. Ce qui est quand même significatif, et alarmant je dirais pas ça, mais en tout cas qu'il nous faut vraiment avoir à l'esprit quand on veut parler des mobilités de demain, c'est que même pour des distances de moins d'1 kilomètre, la voiture est utilisée dans près de 60% des cas, pour moins d'1 kilomètre. Et je rappellerai d'ailleurs, pour ceux qui utilisent le vélo, que 5 km c'est 15 minutes de vélo. Donc ce qui peut donner un ordre d'idée quand on doit faire 5 km en voiture dans les grandes métropoles. Et j'oublie pas la marche, je cite la marche qui, pour les distances inférieures, comme vous le constatez sur ce diagramme, les distances inférieures à 2 km,
peut représenter entre 20 quand même et 25% des déplacements. Bon, certes, il y a un seuil, à partir de quelques kilomètres, on n'utilise plus la marche, qui est aussi compréhensible. À nous aussi de donner des alternatives. Dans quel environnement, tout à fait, c'est très juste. Donc pour revenir un petit peu sur la voiture, pour l'instant la voiture, donc là je vous présente des données qui sont plus issues de l'INSEE, mais qui sont aussi issues de l'Observatoire des mobilités émergentes, et notamment des données du rapport 2016, qui est un rapport en cours de finalisation, donc sur lesquels on vous communique des informations un petit peu en avance aussi. 92% des ménages disposent d'au moins une voiture. Bon, jusque-là, ça paraît assez logique. Cependant, 73% des personnes, presque les 3/4 des personnes, utilisent leur voiture quotidiennement en zone rurale. On y reviendra, c'est un sujet, cette notion de fracture territoriale, puisque vous l'avez introduite, je m'étendrai un petit peu dessus, mais voilà, en introduction, on constate quand même qu'il y a cette notion qui très vite apparaît, tandis qu'en centre-ville, dans les grandes métropoles, ça représente à peu près 30%. Donc 75% en zone rurale, 30%. Certes, il y a des explications, on peut donner des explications, mais voilà, pour donner un constat, en tout cas un élément factuel, de mesure, on est sur ces chiffres-là. Voilà. Et donc j'y viens. Il y a effectivement un constat qu'on peut faire sur cette notion de fracture territoriale. En fait, 46% des Français déclarent avoir le choix dans leur mode de déplacement pour les déplacements du quotidien. Donc un Français sur deux dit avoir le choix, peut utiliser soit voiture ou d'autres modes de déplacement. C'était 35% en 2014. Donc les choses évoluent. C'est quand même 11% de gains, on va dire, d'augmentation en quelques 3-4 années. Finalement, la multimodalité et l'intermodalité, on peut considérer qu'elles sont la norme dans les grandes aires urbaines, dans les grandes métropoles. Cependant, à l'échelle du territoire global, elles restent minoritaires. Finalement, quand on prend quand on a un regard global sur les déplacements des Français, 58% des Français, à peu près 60%, utilisent un seul mode de transport de manière systématique, donc ne vont pas être dans la multimodalité, dans l'intermodalité. On est seulement à 13% de Français, à peu près 10%, qui combinent plusieurs modes de transport. Je viens à une gare en vélo, je prends un TER, je finis en marchant, voilà. Donc finalement, ça représente 13% des Français qui utilisent vraiment cette notion de multimodalité. D'ailleurs, 22% des personnes déclarent avoir le choix entre différents modes de transport en zone rurale. 22%. Une personne sur 5, finalement, peuvent accéder en zone rurale, en zone moins dense en tout cas. Le terme est un petit peu générique, hein. J'emploie le terme rural par opposition surtout aux grandes aires, aux grandes métropoles et aux grandes aires urbaines. Tandis qu'au niveau des agglomérations de plus de 100 000 habitants, on est à 64%. Voilà. Donc le constat, c'est quand même cette notion de fracture territoriale, sans être trop caricatural. Dans les grandes aires urbaines, dans les grandes agglomérations, on a le choix d'utiliser différents modes de transport. C'est beaucoup moins vrai dans les territoires peu denses et les zones rurales. Et pourtant, on y reviendra, on peut structurer de nouvelles offres, réfléchir à de nouvelles offres dans les territoires moins denses. Donc maintenant, un petit point effectivement sur les mobilités émergences. Qu'est-ce qui émerge comme mobilité? Alors, d'une manière générale, notre constat, c'est que les mobilités émergent, mais avec une croissance relativement modérée. Mais on préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Oui, je ne dirais pas l'inverse. Donc typiquement, si on regarde un petit peu plus en détail de quoi on parle, tout d'abord du covoiturage. On parle beaucoup du covoiturage. Donc le covoiturage représente à peu près 30% des déplacements quotidiens. Des Français ont utilisé 30% des Français ont utilisé le covoiturage. D'ailleurs, il faut avoir un regard un petit peu différencié entre le covoiturage courte distance et le covoiturage longue distance. Donc, le covoiturage longue distance, c'est le covoiturage qu'on connaît beaucoup plus, qu'on a souvent pratiqué. Le covoiturage courte distance, typiquement pour venir en travail, reste encore peu développé, mais en phase d'émergence, se développe de plus en plus. Donc pour l'autopartage, c'est 3% des Français. On peut noter que ça a été quand même multiplié par 2 depuis 2014. Pour la glisse urbaine, pour ce qui représente on parlait des trottinettes électriques, des autres objets de glisse urbaine, donc tout ce qui est nouvelle mobilité urbaine, on constate que c'est un phénomène qui reste encore marginal.
ce qu'on mesure, c'est que 6% de la population a essayé au moins une fois dans ces 12 derniers mois ces nouveaux modes de déplacement. Cependant, on note que c'est en forte croissance. Donc sur le car longue distance, c'est 15% des Français. Sur la location entre particuliers, c'est 5%. C'est relativement stable depuis ces dernières années. Et sur le vélo, c'est 23%. Le vélo, il est beaucoup plus ancré finalement dans les pratiques. Donc 23% des Français en ont fait au moins une fois ces 12 derniers mois. Donc beaucoup plus que les autres modes de mobilité émergentes finalement. Donc après ce panorama, peut-être des éléments de conclusion. Sous 2 angles, je dirais à la fois les défis qu'on a à relever pour les prochaines années, mais aussi les leviers qu'on a à notre disposition collectivement pour répondre à ces défis. Alors, les premiers défis, c'est bien sûr, vous l'avez tout à fait identifié, c'est cette notion de partage de la voirie, un partage de l'espace urbain. Donc comment on va partager l'usage du trottoir, de la chaussée, comment on va travailler sur le stationnement, la signalisation, travailler sur la réglementation d'usage. Notamment, il faut bien sûr différencier le code de la route du code de la voirie, code de l'usage de la voirie, code piéton, vélo. Un deuxième défi qui concerne la santé et la sécurité. Alors, j'entendais dans le micro-trottoir une personne qui disait bon, je fais du vélo, bon, je respire des polluants. Mais effectivement, nous au travers des différentes études qu'on a pu faire, on montre que le gain pour la santé reste positif, même dans des environnements pollués. Donc, il faut faire du vélo, continuer à faire du vélo, et notamment en lien avec tout ce qui est préconisé, par exemple, par l'OMS, en termes d'efforts par jour, puisque c'est à peu près 30 minutes de mémoire d'activité soutenue par jour qui est recommandée, notamment. Donc là, on est dans la question de la sédentarité. Alors, un autre axe d'amélioration concerne bien sûr l'accidentalité. Alors, j'ai pas de chiffres tels quels, mais on en reparlera après. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'accidentalité vélo est beaucoup moins importante que celle des 2 roues motorisées. Beaucoup moins importante, de manière très significative. Un autre défi, c'est bien sûr cette notion, comme on en a parlé, de fracture territoriale. Donc lutter contre la dépendance à la voiture, finalement, à ces chiffres importants, plus de 90% d'usage de la voiture. Quelle opportunité on a en milieu rural et périurbain pour développer de nouvelles mobilités. On en parlera certainement, mais des services de covoiturage peuvent se développer. C'est une des options pour favoriser ces nouvelles mobilités, lutter contre l'autosolisme. On parlait du vélo à assistance électrique. Vélo à assistance électrique, il étend foncièrement la zone de possibilité d'usage de cette mobilité active et change d'ailleurs aussi potentiellement les personnes qui peuvent. Il ne faut pas être obligatoirement sportif, mais pour faire plus de 15 km à vélo, il faut commencer à faire un petit peu de sport. Le VAE change quand même la donne aussi. Donc on est aussi dans cette rupture des mobilités. Et d'ailleurs, sur cette notion de fracture territoriale, j'en ai pas parlé précédemment, mais je n'oublie pas non plus cette notion de fracture numérique. On est à l'ère du développement de nouvelles mobilités, on est à l'ère de la transformation numérique de nos sociétés, la digitalisation, les téléphones portables de plus en plus, avec toutes les applications qu'on peut trouver pour aider à la mobilité. Cependant, il ne faut pas oublier les personnes qui ne peuvent pas, qui ne savent pas utiliser ces dispositifs et penser à comment finalement lever ces questions de précarité numérique. Donc n'oublions pas cette notion de précarité numérique quand on parle de mobilité de demain et rendons le transport accessible à tous. Bon, maintenant pour finir et pour conclure sur les leviers, de quoi on parle typiquement quand on parle de levier? L'incitation, les incitations. Donc typiquement, les incitations, les aides à l'achat, on a beaucoup parlé, par exemple pour parler du véhicule à assistance électrique, du vélo à assistance électrique, pardon. La notion de prime à l'achat est à notre sens quelque chose de très positif pour développer l'usage du VAE. À l'usage, l'indemnité bien sûr kilométrique vélo ou le forfait mobilité ou des réflexions sur le barème fiscal. Le vélo aussi, on estime qu'il y a 3 piliers pour permettre le développement des mobilités actives. À la fois les dispositifs d'infrastructure, les pistes, les stationnements, mais aussi le cadre incitatif, la culture du vélo et enfin les services vélo. N'oublions pas les services vélo qui sont là pour typiquement
permettent justement l'établissement du vélo. Juste très rapidement, parce que le temps tourne, mais petite anecdote, combien de fois on a pu entendre des personnes qui utilisent un vélo, vraiment, pendant quelques mois, le vélo, il est cassé, ils n'arrivent pas à le réparer, ils n'ont pas de service de réparation à côté, finalement ils vont arrêter de faire du vélo. Donc on est face à ce dilemme, donc développons les services vélo pour favoriser la mobilité active. Et enfin, dernier point, dernier levier, c'est bien sûr la notion plutôt culturelle, plutôt sociétale. Certes, développer le vélo, mais n'oublions pas par exemple des vestiaires, c'est des choses simples, hein. Mais pour venir à vélo le matin, il faut un vestiaire, une douche, typiquement, quand vous faites un petit peu 10 km, c'est bien de pouvoir prendre une douche. Parlons aussi stationnement notamment sécurisé, pour lutter contre cette peur légitime qu'on peut avoir à se faire voler son vélo. Donc voilà, il y a un certain nombre de leviers, en tout cas sociétaux, sur lesquels il faudra agir pour développer ces nouvelles mobilités urbaines de demain. Nous avons Olivier Schneider, qui est président de la Fédération des usagers de la bicyclette, qui va nous donner le point de vue des usagers, et notamment sur le récent plan vélo. Qui est venu à vélo. Et qui est venu en vélo pliant. Mon vélo est au bout de la salle. Merci Elodie. Alors premièrement, je voulais vous dire, j'étais très content que cette salle était pleine, parce que quand Olivier Jacquin m'a proposé de réfléchir à cette journée, je m'étais dit, mais est-ce qu'on va réussir à intéresser du monde? Il y a déjà tellement d'événements sur le vélo, et est-ce que c'est... Et le fait que cette salle soit remplie montre que oui, que c'était utile. Et déjà, j'étais très positivement surpris quelques semaines plus tôt, quand j'ai été sollicité pour être auditionné par la commission à la prospective. J'ai fait répéter, prospective, vélo. Ça change par rapport à il y a quelques années où on disait le vélo, revenons aussi dans les cavernes, etc. Ça a 150 ans, ça a fait son temps, soyons modernes. Donc là-dessus, vraiment, je salue le travail de votre commission, M. Carucci, là-dessus, d'avoir cette ouverture-là. Vu tout ce qui a déjà été dit par Yann Tréméac et par Virgile, un certain nombre de choses dans ma présentation seront des redites. Heureusement, on ne voit pas grand-chose à l'écran, donc vous me laisserez m'en inspirer librement, mais c'est lié au contraste. Donc pour commencer, je voulais féliciter la personne qui a préparé la fiche de notre rencontre d'aujourd'hui. Je trouve très intéressante finalement cette évolution de la personne bloquée dans les embouteillages, qui s'assied pour réfléchir et qui finalement dit je vais sortir de la voiture et je vais soit marcher tout simplement, c'est un très bon mode de transport, soit prendre le vélo, soit les transports en commun en fonction de mes besoins. Voilà. Du coup, vous allez me demander qu'est-ce que la FUB. Donc, alors la FUB, j'ai bien aimé votre lapsus, Monsieur Jacquin. C'est pas la fédération urbaine parce que justement les usagers ont été assimilés longtemps uniquement aux usages urbains. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, je me suis rendu à Saint-Léger-les-Mélèzes à l'Assemblée générale de l'Association des maires ruraux de France pour constater avec eux qu'il restait encore du travail avant que prononcer le mot vélo devant une telle assemblée ne provoque pas quelques, pour ne pas dire huées, enfin en tout cas quelques remous dans la salle. Mais je pense que les chiffres de l'INSEE sont là. 75% des déplacements en France font moins de 5 km. Seuls 2% sont faits à vélo. Entre dire qu'on peut tout faire à vélo, je ne dirais pas ça et personne de sérieux ne le dit. Mais dire qu'il y a une marge de progression et qu'il y a des déplacements qu'on peut faire partout en France à pied, à vélo et pas uniquement en mode motorisé, qu'il soit propre ou pas, il y a vraiment une marge de progression. En quoi est-ce que c'est essentiel? Je ne vais pas vous énumérer tous les avantages du vélo, vous me prendrez pour un fou parce que c'est bon pour la pollution, pour les gaz à effet de serre, pour le commerce local, etc., etc. Non, je vais focaliser sur une seule chose, c'est sur la santé publique. Alors je dis ça, vous êtes assis, je suis assis, nous sommes tous assis et bientôt peut-être qu'à Ikea, sur les fauteuils, il faudrait mettre, comme sur les cigarettes, être sédentaire nuit gravement à la santé, parce qu'on a des données de plus en plus établies dans l'Organisation mondiale de la santé que le mode de vie sédentaire est très nuisible. J'ai une bonne nouvelle et je voudrais que s'il y en a une seule chose que vous reteniez de mon intervention, ce soit ça.
1 heure d'activité physique, même modérée, même avec un vélo assistance électrique, compense intégralement tous les effets nocifs de 8 heures de sédentarité. On pourrait mettre sur les vélos 1 minute de vélo égale 8 minutes de flemme après. Donc là-dessus, ça veut dire qu'on a une solution très simple, bon marché, accessible, que tout le monde aime bien, qui peut résoudre un des enjeux majeurs. Alors, en effet, ça ne répond pas tout de suite aux enjeux d'épuisement des ressources ou climatiques, mais sur l'enjeu qui est grave aussi de santé publique, parce que ce sont des enjeux similaires à ceux du tabac quand on valorise ça en milliards, les mobilités actives, la marche et le vélo assistance électrique sont des réponses concrètes. Alors vous allez me dire oui, très bien, théoriquement, alors vous l'avez dit, il y a 75% des déplacements qui s'y prêtent en termes de distance, etc. Alors pourquoi ça ne marche pas en France? Est-ce qu'il ne faudrait pas une culture vélo? Alors vous voyez mal la photo, mais c'est une photo que je montre toujours. Cette photo-là, messieurs, dames, pour répondre à la question, faut-il une culture vélo spécifique pour faire du vélo? Ça, c'est Amsterdam dans les années 60. Donc, ça permet de montrer que ce n'est pas une question culturelle, c'est une question de politique publique, de volonté publique de faire le vélo. Si on zoome sur la photo, on arrive à même voir j'ai mis des petites flèches, mais on ne voit rien avec la lumière. On voit des cyclistes dans cette foule de voitures à Amsterdam. Mais globalement, ils ont fait l'effort dans les années 70, et ils le font de manière permanente depuis 40 ans, de mettre en place une politique publique. Ce n'est pas une question, ils ne naissent pas avec un vélo sur une selle, etc., comme on pourrait le croire, etc. Donc ça, c'est la deuxième chose que je souhaiterais que vous reteniez, c'est que c'est une décision politique de développer le vélo et non pas quelque chose de culturel ou lié au fait que ce soit plat ou au fait que je ne sais quoi, qu'on ait des noms de famille imprononçables ou que sais-je. Du coup, c'est quoi construire, créer les conditions pour que les Françaises et les Français puissent faire du vélo? Parce que je ne l'ai pas dit, mais l'objet de la FUB, ce n'est pas de défendre les 3 millions d'usagers réguliers du vélo. Ça nous placerait comme une espèce de syndicat ou de lobby. Non, notre objet, c'est de dire il y a un mode qui a un certain nombre qui est d'utilité publique, et nous souhaitons faire des propositions concrètes pour que chacune et chacun, dans tout le territoire où qu'il ou elle habite, ait le choix de se déplacer à vélo ou pas. Et donc, par rapport à ça, ce n'est pas une mesure qui fonctionne, ce n'est pas l'indemnité kilométrique vélo renommée forfait mobilité durable, ce n'est pas une piste cyclable dans une rue ou autre, quelle que soit sa largeur, ce n'est pas un stationnement vélo à une gare. Non, ce qu'il faut, c'est construire un système vélo efficace, tout comme il y a un système automobile, tout comme il y a un système ferroviaire. Imaginez si le code de la route n'avait pas été unifié au niveau international avec la Convention de Vienne. Imaginez s'il y avait des routes mais pas de concessionnaires automobiles. Imaginez s'il n'y avait pas de station essence. Ça ne pourrait pas fonctionner. Chacun des maillons est indispensable pour que le système automobile fonctionne, et c'est exactement pareil avec le vélo. Donc d'une part, évidemment, il faut une ville 100% accessible à vélo. Ça ne veut pas dire des pistes cyclables dans chaque rue, mais ça veut dire aménager tout l'espace pour que chaque rue, on puisse se rendre dedans. Ça veut dire évidemment du stationnement sécurisé, sinon on se fait dégrader les vélos. Ça veut dire de rendre possible l'intermodalité, c'est-à-dire de combiner le vélo avec d'autres modes. Ça veut dire évidemment lutter contre le vol, etc. etc. Ce n'est pas une action emblématique qui va rendre le vélo possible. Premièrement, il y a le temps pour acquérir une culture vélo, parce que tout simplement, ça met du temps. Aux Pays-Bas, ça a mis 45 ans. Et deuxièmement, il y a des actions cohérentes, phasées dans le bon ordre. On ne va pas d'abord dire aux enfants de faire du vélo et ensuite faire les pistes cyclables. Il faut d'abord qu'il y ait le stationnement dans l'école et la piste cyclable. Ensuite, on peut systématiser l'apprentissage de la mobilité vélo. C'est ça qu'il faut, tout simplement, pour bénéficier de toutes les solutions à un certain nombre de problèmes qu'apporte le vélo. Après, ça a déjà été dit, que ce soit par Vigile ou par Yann, il y a tous les aspects de vélogistique, les emplois de l'industrie du vélo. Tous ces bénéfices-là, on les aura à condition qu'on prenne tous notre part. C'est-à-dire qu'il faut
des agences de l'État comme l'ADEME, que ce soit ceux qui font la loi comme le Sénat, que ce soit le gouvernement, que ce soit les collectivités, que ce soit la société civile, si chacun et chacune prend sa part, là, ça va marcher. Si on s'en remet tous à l'État, si on s'en remet tous aux législateurs, je reçois tous les jours des mails, faites appliquer la loi LOR de 96, faites ceci, faites cela, etc. En réalité, on est trop souvent dans un attentisme, il faudrait que les autres fassent ça. Et je pense que là, avec le plan vélo qui a été annoncé par le Premier ministre lui-même le 14 septembre à Angers, on va arriver au point de bascule où il va être audible de demander à chacune et à chacun de prendre sa part. Le diagnostic sur ce qu'il faut faire sur le vélo, y compris je l'ai fait remettre par une graphiste au goût du jour, mais ce schéma du système vélo, on l'a depuis des années. Jean-Pierre Raffarin avait commandé un rapport à la députée Le Breton en 2003, il a été rendu en 2004. Ça fait presque 15 ans qu'on savait. Et grosso modo, les conclusions n'ont pas changé. Il y a quelques détails sur les engins de déplacement personnel ou sur les VAE, mais grosso modo, on avait tout dedans. On a eu des plans vélo successifs, celui du 26 janvier 2012, celui de mars 2015. Alors, en quoi ce plan vélo-là est-il différent ? C'est très simple. Premièrement, il intervient en début de quinquennat. Le 26 janvier 2012, ça ne vous a pas échappé que ceux qui l'ont élaboré, quelques mois plus tard, ils n'étaient plus là. Les nouveaux arrivés ont dit on va recommencer. Ça leur a mis 3 ans, etc., etc. Donc là, on a eu la chance de rentrer dans le sillage d'une démarche plus importante qui était les Assises nationales de la mobilité, qui vont bénéficier d'un véhicule législatif, parce que ce n'est pas tout de donner un plan vélo, parce qu'un plan vélo, c'est qu'un dossier de presse du Premier ministre ou d'un ministère. C'est ensuite cueillir le véhicule législatif, que ce qui soit annoncé soit réellement mis en œuvre. Donc là, comme on est en début de quinquennat, on a des chances que ce qui a été annoncé, je ne dis pas que tout sera idéal, et au contraire, et on sollicitera les sénateurs pour nous aider à améliorer le texte de la loi d'orientation des mobilités et aussi le projet de loi de finances et le projet de loi de finances sécurité sociale. Néanmoins, ce plan vélo est le premier où l'État est audible. Pourquoi ? Déjà parce qu'il prend sa part à lui. C'est-à-dire que l'indemnité kilométrique vélo créée en 2015 dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, l'État disait c'est ouvert pour le privé, mais pour l'instant je ne le fais pas pour mes fonctionnaires. Là, l'État annonce on va le verser pour les fonctionnaires et on va inciter le privé à le faire. C'est beaucoup plus audible de dire faites comme moi que dire faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc là-dessus, c'est un signal positif. Il y en a un autre, c'est l'apprentissage de la mobilité à l'école. Et là-dessus, c'est essentiel et je ne pense pas que qui que ce soit dans la salle puisse dire ça ne sert à rien d'apprendre aux enfants qui ont 12 minutes d'activité physique par jour de faire du vélo. Donc là-dessus, on a un engagement très fort pris le 9 janvier par le Premier ministre dans le cadre du CISR, confirmé dans le plan vélo. Et on a aussi le fonds vélo, donc une ligne dans l'Agence de financement des infrastructures de transport de la France de 350 millions sur 7 ans. C'est absolument moins que les besoins réels parce que tous vos territoires vous remonteront les millions qu'il faut investir pour les aménagements, mais au moins, pour la première fois de l'histoire, l'État met de l'argent et donc il devient audible grâce à ces 3 mesures-là et aussi la mesure sur le marquage des vélos, sur le fait de demander à l'industrie, de demander aux collectivités, de demander aux employeurs, aux organisations syndicales que tout le monde s'y mette sérieusement. Jusqu'à présent, ça relevait quand même davantage de l'incantation. Voilà, en ce qui concerne un bref commentaire sur le plan vélo du 14 septembre. On demandait beaucoup plus, mais on a eu plus que ce qu'on aurait imaginé. Je pense, je regarde Virgile, quand on s'est rencontrés en juin 2016 pour se mettre d'accord sur 10 propositions unanimes, je ne pense pas qu'on se soit dit qu'on serait dans cette salle en octobre 2018 et qu'on pouvait commencer à faire le bilan de... Voilà. Néanmoins, on reste très vigilant sur la conversion des mesures. Alors, j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Je voulais juste vous parler 2 secondes pour compléter ce qui a été dit par Virgile sur les vélos assistance électrique. Sur les vélos assistance électrique, c'est vraiment ce qui permet d'allonger les distances vraiment pour couvrir 80% potentiellement des besoins des Français, tout en allant un tout petit peu plus vite qu'un vélo classique, tout en garantissant la santé pour tous, en plus sans hyperventilation, c'est-à-dire que vous faites tourner la pompe, mais vous n'inhalez pas toutes les particules fines, etc. Donc
Les cardiologues et les pneumologues sont d'accord sur le fait, alors s'il y en a dans la salle, ils confirmeront, sur le fait que c'est finalement meilleur que de faire du vélo classique. Alors, tous ceux qui peuvent faire du vélo classique, je les incite à continuer à faire du vélo classique. Ça gomme les dénivelés, parce qu'on nous dit souvent, les Pays-Bas, c'est plat. Bon, même s'il y a du vent, même s'il y a un temps dégueulasse en hiver, etc., c'est plat. Bon, en France, on a quand même des magnifiques paysages. On a quelques dénivelés, mais avec les VAE, on les gomme. L'intermodalité, si en plus on peut charger son vélo en gare, si on peut le stationner en sécurité, d'après l'INSEE, 80% des Français sont à moins de 5 km d'un transport en commun public. Donc si on peut rabattre, entre guillemets, vers ces arrêts-là, ce qui va permettre d'empêcher la fermeture des fameuses petites lignes en leur apportant davantage de passagers plutôt que dans se demandant comment est-ce qu'on va arbitrer quel est le train qu'on supprime, quel est celui qu'on garde. Il y a aussi, je pense que les sénateurs ne peuvent qu'y être très sensibles, la revitalisation des bourgs, où le jour où on ferme la boulangerie, c'est la mort, et du village, enfin la mort programmée en tout cas, alors que justement les piétons et les cyclistes apportent cette proximité, ces centres-bourgs, ce sont des clients qui dépensent moins mais régulièrement et qui font des petites courses tous les jours, donc ça permet de revitaliser les villes. Et surtout, ça permet ce qu'on cherche beaucoup, c'est-à-dire le report modal. Ça permet à des personnes qui n'envisagent pas de faire du vélo, grâce à l'assistance électrique, à en faire. Il y a des chiffres ADEME excellents là-dessus. C'est tout public, on peut être de n'importe quel âge. On a représenté également une personne enceinte, etc. Enfin, c'est vraiment tout public le VAE. Et ça crée, à condition qu'on se donne les moyens, que ce soit le haut de gamme qui monte et donc les productions européenne et française, pour un emploi local et durable, y compris ensuite dans l'entretien et la réparation de ces vélos. Et dernière image, alors Virgile en a un peu parlé, il y a aussi tout ce qui est vélo cargo. Ça permet vraiment, alors je ne vais pas vous faire un panorama complet, mais ça remplace vraiment, ça couvre les besoins de nombreux artisans, de nombreux parents qui ont des enfants à déplacer, etc. Je suis PDG des trottinettes micro en France, qui est leader mondial, et j'interviens aujourd'hui en tant que... On vous entend pas très bien, pardon. Vous m'entendez mieux là ? Oui. Bonjour à tous, je suis Grégoire Hénin, je suis PDG des trottinettes micro en France, et j'interviens aujourd'hui en tant que vice-président de la Fédération des professionnels de la micromobilité. Donc cette fédération a vu le jour il y a un peu plus d'1 an pour représenter tout le marché des EDP et les professionnels des EDP sous l'impulsion des pouvoirs publics et notamment du ministère des Finances, pour que nous puissions participer aux assises de la mobilité. Voilà, c'est une filière qui se structure et qui avance, qui est en train de réaliser une étude sur le marché des EDP, qui sera révélée la semaine prochaine lors du salon Autonomie qui aura lieu à Paris. Et on se rend compte que finalement, nous sommes à des niveaux de croissance qui sont très importants. On parlait de niveau de croissance du VAE tout à l'heure, on est à 2 fois plus important que ça. Mais également, on se rend compte aussi qu'on est 2 fois plus important que les chiffres les plus sensibles et plus... j'ai perdu mon mot, excusez-moi. Les chiffres les plus optimistes, merci, qu'on avait jusqu'à maintenant en tête. Donc, ce qui est important pour nous, et on entend tout ce qui est partage de la chaussée, est-ce qu'on doit être sur le trottoir, est-ce qu'on doit être sur la piste cyclable, est-ce qu'on doit être sur la chaussée, il faut qu'on trouve une place pour ces EDP qui répondent vraiment à des problématiques de fluidification des villes, de bien-être et à une vraie réalité économique. Et on veut intervenir beaucoup dans ce sens-là pour pouvoir aider les pouvoirs publics. Et ce qu'on demande aux pouvoirs publics aujourd'hui, c'est d'une part de légiférer très rapidement sur les EDP. Ça devient vraiment quelque chose de très important parce que les utilisateurs sont de plus en plus stigmatisés à ce sujet. Et la deuxième chose, d'informer également. Dans les villes, c'est important d'informer sur l'utilisation où doit être l'EDP, où doit être le piéton, où doit être le cycliste, et bien se déplacer ensemble. Voilà. Merci. Avant qu'on passe aux présentations suivantes, je voudrais juste redonner la parole au rapporteur sur ce qui a été présenté et sur vos interventions, et puis on passera à la deuxième partie de cet après-midi. Mais bon, on est en cours de séance, on voit vraiment
la pertinence du propos. Les questions commençaient à fuser sur les conflits d'usage divers et variés. Une partie des contradictions ou des approches qui peuvent être faites sur le sujet. On a des fanas du vélo. Certains, par exemple, sont pas favorables à l'assistance électrique, considèrent que c'est déjà une régression. Non, mais c'est vrai. Hein. Et ces propos-là ne se sont pas exprimés dans la salle. On n'a pas fait encore toute la palette des questionnements à ce sujet. Je pense aussi que du point de vue de l'incitation, on a parlé des questions de pédagogie de certains publics qui étaient moins susceptibles d'accéder à des changements de mode de déplacement. Donc il y a une vraie question qui se pose aussi. Dans le plan vélo, il y a aussi des incitations à trouver pour encourager les modes doux, et on n'est pas au point non plus encore sur ces questions-là, hein, parce qu'on a dit qu'il pourrait y avoir des incitations fiscales pour favoriser les gens qui vont en vélo, mais on ne sait encore pas trop comment ça va fonctionner, s'il faut sortir des facturettes de rustine pour bénéficier de ces incitations. Mais je ne veux pas être plus long à ce stade-là, parce que l'autre partie est nécessaire. Il faut garder du temps d'échange tout à l'heure. On débordera un tout petit peu, peut-être jusqu'à 17h, 17h10, pour favoriser un maximum d'échanges encore. Merci. Sur ce que j'ai entendu, c'est très intéressant. Ce que disait le docteur pneumologue, c'est tout à fait intéressant, parce qu'aujourd'hui, avec le vélo électrique, ça permet, avant, les gens qui prenaient de l'âge, c'était beaucoup plus difficile. Avec le vélo électrique, maintenant, c'est beaucoup plus facile, quand on est plus âgé, de continuer à faire du vélo. Le deuxième point, c'est qu'il y a un problème qui existe, des problèmes de circulation et des problèmes de gens en vélo qui des fois vont trop vite ou qui doublent les voitures à droite. Peut-être y a-t-il un besoin d'information ou de formation. Et le troisième point, moi je prends le train régulièrement pour aller à Poitiers. Il y a les trains, il y a des véhicules qui ne sont, les trains par exemple, ne sont pas équipés pour recevoir des vélos. Donc, vous pouvez mettre un vélo dans un train, comme de même que vous pouvez mettre 2 ou 3 handicapés dans un train. Donc je veux dire, il y aura sans doute des aménagements à faire pour faciliter le plan vélo. C'est tout, je ne vais pas en dire plus. Merci à tous. Et puis je vous promets qu'on prendra d'autres questions, d'autres interventions tout à l'heure, mais il faut qu'on avance sur notre programme. Je note avec intérêt qu'il y a eu beaucoup d'interventions sur la cohabitation nécessaire pour ne pas tomber dans l'opposition entre les différents usages, sur ces questions de partage de la voirie, de sécurité, également sur la question de la pertinence économique des investissements dans les modes de transport. Donc tout ceci renvoie beaucoup aux 2 interventions que vous allez avoir maintenant, d'une part sur le partage de la voirie et d'autre part sur le rôle des collectivités, l'action des collectivités vis-à-vis de ces nouvelles mobilités. Mais donc tout de suite, dans un premier temps, je vous propose d'accueillir Anne Lavaux, qui est donc déléguée générale de l'association Prévention Routière, pour réintroduire ce sujet phare, qui est le partage de la voirie vis-à-vis de ces nouveaux enjeux de mobilité urbaine. Merci de votre accueil. Alors normalement j'ai une présentation qui devrait apparaître à l'écran. Enfin, en tout cas, mesdames, messieurs les sénateurs, merci d'avoir pensé à l'association Prévention Routière pour cette intervention. Vous nous connaissez sans doute, on est une association qui fait des actions de sensibilisation depuis bientôt 70 ans. Et bien sûr, on s'intéresse à tous les modes de mobilité et au partage de ces modes de mobilité. Je savais que, compte tenu des intervenants précédents, beaucoup de choses auraient été dites, donc j'ai choisi de partager avec vous à l'instant quelque chose qui va être assez rapide, si j'arrive à accéder à ma présentation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Elle arrive, hein. Il est en train de la mettre. Donc en fait, ce que je voudrais partager avec vous, c'est les résultats d'une très récente étude qu'on a fait justement sur ces nouveaux engins de déplacement personnel. Alors,
je sais que vous attendiez de moi éventuellement que je parle davantage du partage de la voirie et des nouveaux enjeux de sécurité routière. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qu'il faut juste avoir en tête, mais les chiffres de l'ONISR qui sont disponibles sur le site de l'ADSR et de l'ONISR vous donneront tous les éléments nécessaires. C'est que globalement, en ville, ce sont les populations les plus vulnérables qui sont tuées, donc les piétons, les cyclistes, que plus une ville est dense, moins il y a d'accidents graves et d'accidents mortels. Il y a comme ça des indicateurs qui détrompent un petit peu quelques idées reçues. Et en ville, on est très stressé. Tout à l'heure, j'entendais effectivement qu'il fallait baisser la vitesse. On vient de lancer un label qui s'appelle Ville Prudente et qui récompensera à l'occasion du Salon des maires les 130 premières communes qui ont postulé à ce label et qui démontrent à leurs administrés tout ce qu'elles font par rapport à la prévention et à la sécurité routière. Et une des grandes parties, effectivement, repose sur les zones de partage et les voies à 30 km/h parce que, en effet, eh bien, comme toujours, la vitesse est le curseur de la gravité des accidents et quand on baisse la vitesse, eh bien, effectivement, même s'il n'y a pas moins d'accidents, la gravité des accidents s'en ressent. Donc, en fait, je voulais surtout partager avec vous les résultats de cette étude qu'on a faite très récemment. On a fait en fait avec les Parisiens, avec les Lyonnais et avec les Bordelais ce que vous souhaitiez faire ici au Sénat, c'est-à-dire qu'on a installé une zone d'environ 400 mètres carrés et on a mis à disposition de tous ceux qui souhaitaient la possibilité de tester ces trois types d'engins que vous avez ici à l'écran, parce que justement ça n'est pas si évident et que parfois il y a un fantasme par rapport à cette promesse de rapidité, de déplacement un peu libre que nous propose la trottinette électrique, les overboards et autres monoroues. Donc de quoi parle-t-on? Bon, je ne reviens pas dessus, on l'a vraiment déjà évoqué. Peut-être juste un point, c'est qu'on ne sait pas trop comment les appeler, hein, c'est-à-dire en groupe, on a soit les nouveaux véhicules électriques individuels, donc ça nous fait ce joli petit nom de NVEI, soit les IEDP pour les distinguer des EDP, donc les EDP, engins de déplacement personnel, donc avec un I devant, ça ferait électrique. Bref, vous voyez déjà que, comme dirait Boileau, ce qui s'énonce clairement, etc., etc., là, on n'y est pas. Voilà, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire aisément. C'est pas complètement sur notre sujet. Donc, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une pratique citadine, mais pas seulement, et je reviendrai tout à l'heure un petit peu sur ce point-là. Et puis que globalement, c'est vrai qu'on a vu une accélération du phénomène, surtout dans les villes, avec l'arrivée des flottes en libre service ou free floating. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette étude? Donc, on a fait une étude en deux volets, une partie quantitative, une partie qualitative. Et la partie quantitative nous dit qu'il y a quand même déjà un tiers des Français qui ont déjà testé ces véhicules. Donc là, on parle vraiment des IEDP, c'est-à-dire les trois qui étaient tout à l'heure à l'écran. Il y en a 10% qui les utilisent déjà de façon régulière ou occasionnelle. Et il y en a 57% qui envisagent de s'en servir à l'avenir. Donc on voit bien qu'avec ces chiffres-là, on n'est pas juste sur un phénomène un peu bobo du centre parisien ou du centre des grandes agglomérations. On est vraiment sur quelque chose qui fait, en tout cas, fantasmer les Français par rapport à des qualités qu'ils énoncent en disant c'est innovant, c'est ludique, c'est rapide, c'est écolo. Alors effectivement, peut-être que la trottinette ne date pas d'aujourd'hui. Quand j'étais petite, on appelait ça la patinette. Eh bien, cette trottinette, tout d'un coup, elle prend un petit coup de jeune. Là, on la part de plein de qualités. Mais ces qualités, si elles arrivent quand on parle avec les Français, c'est parce que c'est des qualités qu'ils recherchent. Et donc aujourd'hui, ils les appliquent à ces IEDP, mais ils vont de toute façon les rechercher dans les modes de déplacement qui vont être les leurs. Alors pour nous, il y a un point de vigilance quand même par rapport à ce sujet-là, c'est qu'on a beaucoup parlé de la fracture territoriale. Et nous, on attire votre attention sur un point qui est la fracture sociale des modes de mobilité. Et pourquoi tout à l'heure je disais c'est pas forcément uniquement un phénomène urbain, c'est que
et ça va être important ensuite dans le sujet de la prévention pour ces risques-là, c'est que finalement, ce mode de déplacement, avec toutes ses qualités, pourquoi est-ce qu'il ne va pas devenir assez rapidement une espèce d'alternative de mobilité en milieu rural, en milieu périurbain, et auquel cas on s'expose à d'autres typologies de risques, à des risques qu'il va falloir prévenir dès maintenant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ghettoise ces nouveaux engins de déplacement au centre-ville et qu'on réponde à des mesures de prévention ou de sécurité uniquement avec un imaginaire d'utilisation qui sont ceux qu'on connaît aujourd'hui. Il faut se projeter dans une mobilité qui peut-être est différente, dans une fracture sociale de la mobilité qui va faire que peut-être un jour, eh bien, on verra des gens qui feront effectivement 10 ou 15 km sur une trottinette électrique, mais sur une départementale ou sur des routes absolument pas équipées pour les accueillir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous. Alors aujourd'hui, quand on demande aux Français où est-ce que vous souhaitez que circulent ces nouveaux engins, parce que bien sûr, ils nous le disent, et puis je vois ici certaines personnes qu'on fréquente souvent au CNSR, avec qui on partage ces sujets-là. Le partage de l'espace, c'est vraiment la question essentielle. Donc quand on demande aux Français, mais où est-ce que vous pensez faire circuler ces nouveaux engins ? Eh bien, il y en a 79% qui nous disent c'est sur les voies cyclables. Et puis, il y en a 39%, c'était à choix multiples, hein, donc ne faites pas l'addition, il y en a 39% qui nous disent ils pourraient circuler sur les trottoirs. Et quand on pose la même question à ceux qui les utilisent, eux, ils nous disent mais nous, c'est partout. Parce que si on commence à nous dire tu circules là et pas là, et puis c'est comme ci et c'est comme ça, on perd toute une partie des qualités qui sont aujourd'hui celles que nous recherchons dans ces engins de déplacement. Donc ça, c'est quand même intéressant parce qu'on voit bien qu'au moment où les choses se structurent, eh bien, on a déjà des visions qui sont diamétralement opposées entre les Français de manière générale, piétons par exemple, ou cyclistes par exemple, et puis ceux qui les utilisent. Après, nous, ce qui nous a intéressés, parce que notre association, qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi elle s'intéresse à ces engins-là ? C'est parce qu'elle est en train de construire déjà les actions de prévention qu'il va falloir mettre en place auprès des nouvelles générations qui vont s'embarquer très rapidement pour aller au collège, au lycée, à la fac, etc. avec ce type d'engin. Et donc, on a demandé les risques qu'ils prennent. Et des risques, eh bien, ils en prennent. Ils savent qu'il y a des risques. Pour eux, pour les utilisateurs, ils nous disent « je me suis fait peur ». Et quand vous décriviez tout à l'heure, effectivement, ces problèmes avec les trottoirs, avec le fait qu'ils ont des petits trous, avec le fait qu'ils butent, etc., ils nous le disent. Donc, c'est assez intéressant. Après, sur les traumatismes. Donc, c'est vrai qu'il y a très peu de littérature par rapport aux traumatismes occasionnés par ces IEDP. Mais les médecins, vous savez, notre association, elle a un conseil médical, donc on l'a un peu interrogé sur le sujet, et puis on a regardé s'il y avait de la littérature sur le sujet. Eh bien, le peu de littérature et le peu d'informations qu'on a pu avoir, ça nous démontre quoi ? C'est qu'on retrouve les mêmes types de traumatismes que ceux qui sont ceux d'une trottinette, par exemple, classique, sauf que la vitesse va aggraver, et on retrouve le sujet qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la vitesse de toute façon est le facteur aggravant de tous les accidents. Donc on va retrouver les mêmes traumatismes, mais avec un niveau de gravité bien supérieur. Beaucoup de traumatismes crâniens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Je voulais juste, mais de toute façon, cette présentation, elle vous sera envoyée si vous le souhaitez, et j'ai mis les liens actifs de manière à ce que vous n'ayez pas à chercher trop longtemps. Je voulais juste partager avec vous le fait qu'aujourd'hui, alors qu'on est en cours d'élaboration de textes concernant ce type d'engin, eh bien, on est en Europe face à une disparité totale. Donc, on a refait un petit tableau comparatif des législations en vigueur, et on voit qu'on va du tout au tout, de l'interdiction jusqu'à des tolérances, etc. Donc, cet élément-là, il est vraiment très important. Et nous, on l'a regardé aussi par rapport à ce qu'on évoquait sur le fait que non, ça n'est pas un phénomène urbain. On rappelle quand même aussi que les maires ont le pouvoir de prendre les arrêtés pour réglementer la circulation de ces engins. Donc aujourd'hui, il y a déjà la possibilité de mettre en place un certain nombre de choses et de prendre en compte la sécurité de l'ensemble de ces administrés par rapport à l'évolution de des EDP.
quels sont les conseils que l'on peut donner, et puis une demande, et puis je terminerai sur ces points-là. Donc pour notre association, il faut bien s'équiper. Pourquoi il faut s'équiper? Déjà pour soi-même, mais aussi parce que le fait de s'harnacher, c'est aussi une dimension psychologique qui fait qu'on prend conscience d'un risque. C'est-à-dire si je mets un gilet jaune, si je mets un casque, ça veut dire que je prends conscience du risque qui est le mien, mais je prends aussi conscience du risque qui est celui globalement de mon mode de déplacement dans la circulation. Donc pour nous, c'est très important, cette dimension psychologique est très importante. Rester visible. On a fait hier sur la place de la République, encore une fois, une action avec la distribution de gilets, puisqu'on va arriver dans des périodes où on se déplace à vélo, y compris en centre-ville de nuit. La visibilité, c'est essentiel. Quand un cycliste ou un piéton n'est pas équipé de vêtements rétro-réfléchissants ou clairs, il est vu à 30 mètres. Quand il a ce type d'engin sur soi, il est visible à 150 mètres. Ça change complètement le temps de réaction qui est celui de l'automobiliste. Il faut aussi s'assurer. Ça, c'est aussi quelque chose que les uns et les autres semblent découvrir. Mais il y a le Code des assurances qui dit que tout véhicule terrestre à moteur doit être assuré. Et ce n'est pas votre MRH, donc votre multirisque habitation, avec sa RC classique, qui vous permet d'être assuré pour ce type d'engin. Donc ça, c'est très... Pour le vélo, oui, mais pas pour les engins à moteur. Je te parle bien, mon cher Olivier, des engins terrestres à moteur. C'est la fameuse jurisprudence de la tondeuse à gazon à moteur. Je vous en renvoie sur ce texte fondamental. Donc il faut s'assurer. Et là aussi, c'est une dimension psychologique. Si je m'assure pour mon mode de mobilité, ça veut dire que j'endosse la responsabilité et je comprends qu'il y a un risque. Et puis enfin, la demande de l'association, c'est que les IEDP soient assimilés au cycle pour l'usage des voies de circulation. Voilà. Vous pouvez préciser la jurisprudence que vous évoquez là sur la tondeuse à gazon à moteur? Alors c'est une jurisprudence que les quelques juristes qui sont sûrement dans la salle connaissent. C'est celle qui est souvent utilisée pour illustrer justement cet article du Code des assurances, c'est-à-dire que quelqu'un utilisait sa tondeuse à gazon sur l'espace public, alors que normalement une tondeuse à gazon, on tonde son propre gazon. Là, il n'y a pas la nécessité de l'assurer comme un véhicule terrestre à moteur, mais si vous passez votre portail et que vous vous engagez sur la chaussée, eh bien là, c'est un véhicule terrestre à moteur et la loi est la loi et il faut l'assurer. Merci pour la précision, Madame Lavaux, et puis merci pour la présentation. Donc des éléments plus précis sur ces risques encourus par les personnes qui utilisent ces équipements. On a vu qu'ils avaient de nombreux avantages, qu'ils avaient de nombreux atouts. Ils posent également des questions de sûreté, de sécurité, et puis de partage de la voirie, avec un besoin de préciser les choses, de fixer un petit peu les choses au niveau national et au niveau local. Je vous propose de passer directement à notre dernière intervention de la journée. On a eu une remarque tout à l'heure de la part de Madame Keller qui disait que l'enjeu, il est certes national pour légiférer, mais il est aussi local. Il est aussi nécessairement au niveau des territoires, sur ce qui est mis en place, sur ce qui est accepté, sur ce qui est proposé. Et pour vous parler du niveau local, pour vous parler de l'engagement notamment des collectivités, nous avons Monsieur Charles-Éric Leménian, qui est premier vice-président de l'Assemblée des communautés de France et conseiller métropolitain d'Orléans Métropole, et qui va nous parler un petit peu de l'organisation de ces nouvelles mobilités au niveau des collectivités territoriales. Merci. Bonjour à toutes et à tous, et merci au Sénat d'avoir organisé cette manifestation. J'interviens en tant qu'ADCF. Pourquoi? Parce que 70% des autorités organismes de mobilité, sur les 290 autorités organismes de mobilité, 70% sont des intercommunalités. Et j'interviens aussi parce que j'ai présidé donc la métropole d'Orléans pendant 16 ans et que je m'intéressais tout particulièrement au transport, que je suis vice-président du GART, ce qui montre mon attachement à cette problématique. Alors, plutôt que faire un topo etc., j'ai préféré attendre un peu les interventions. Alors, je suis arrivé en retard, je suis désolé, je suis venu d'Orléans en train et mon train avait une demi-heure de retard. Ça arrive de temps en temps. Donc, pour essayer de caler en fonction de ce qui a été dit préalablement. Moi, je crois qu'au départ, il y a 3 caractéristiques majeures des politiques de mobilité de nos collectivités locales. Premier élément, c'est qu'aujourd'hui, on a tous une approche globale de la mobilité. On n'est plus à dire il faut des trams, il faut des bus, non.
Il faut une approche globale de la mobilité et aujourd'hui, le vélo et toutes les nouvelles mobilités font partie intégrante des politiques de mobilité de nos territoires. Maintenant, on ne peut plus imaginer une politique de transport public qui n'intègre pas le vélo, ne serait-ce que pour les rabattements. Ça, c'est le premier point. Donc, une politique globale. Deuxième élément, le nœud de nos difficultés pour mettre en place des politiques de transport public, c'est le périurbain. C'est facile, les centres-villes. Objectivement, c'est plutôt simple. En revanche, le périurbain, c'est épouvantablement complexe. Le transport public, et je réponds en même temps à une question d'une personne qui était partie, c'est qu'effectivement, il faut des trams pour les axes lourds. Le mass transit, il faut effectivement des modes lourds. Mais quand vous êtes dans les périphéries et qu'il y a une densité très faible, comment on fait? Les bus, ils sont vides. Il faut savoir qu'un bus, pour un opérateur de transport, 60%, les 2/3 du coût, c'est le personnel. Et 10%, c'est l'énergie. Donc véritablement, le problème du périurbain est le problème le plus important que nous ayons à traiter. Et puis le troisième élément, c'est que maintenant, quand on fait une politique globale de transport, on ne parle plus des outils, on parle de on analyse d'abord le besoin de mobilité. Et ce besoin de mobilité, il a profondément évolué, ne serait-ce que par l'impact de la révolution digitale, ne serait-ce que par l'impact des comportements des jeunes générations. Par exemple, ce qu'on sait très bien, c'est plus la propriété qui est importante, c'est l'usage. L'autopartage ne s'imaginait pas il y a 30-40 ans. C'était même pas dans les mentalités de l'époque. Aujourd'hui, donc, on a une mobilité qui a profondément changé. Et effectivement, ces nouvelles mobilités, il faut savoir qu'est-ce que c'est réellement, concrètement, qu'est-ce que c'est et à quel besoin de mobilité cela répond. Voilà pour ces trois premières caractéristiques. Alors, dans ces nouvelles mobilités, le c'est quoi? C'est d'abord le vélo et les EDP. Quelques compléments par rapport à ce qui a été dit. Le vélo, au départ, on l'intégrait surtout dans des politiques dans lesquelles on a mis en place des locations de vélos. On a mis en place des aménagements, le hard, des aménagements de vélos avec des pistes cyclables, des bandes cyclables, des accroches pour les vélos. Voilà. Ensuite, on s'est mis à faire de la location vélo et puis du vélo libre-service. Ça a commencé, le vélo libre-service, le nôtre, il est de 2007, on l'a fait une semaine avant Paris, Paris nous a copié, pas tout à fait à la même échelle, j'entends bien, mais ça a dû commencer en 2005, les premiers VLS. C'est Lyon, hein. Il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas d'iPhone à l'époque. Et donc aujourd'hui, le modèle du VLS est totalement remis en cause par le free floating. Et c'est vrai que le VLS, ça coûte cher. Pour nous, à Orléans, on a 35 stations, 350 vélos, et ça coûte 800 000 € par an. En gros, un vélo, il faut que vous comptiez ce qui coûte cher. Ce n'est pas le vélo lui-même. C'est le fait que vous ayez des personnes qui vont chercher les vélos aux bornes pour qu'il y ait toujours des vélos disponibles et toujours des arceaux disponibles pour accrocher les vélos. C'est ça qui coûte cher. En gros, ça coûte entre 2 000 et 3 000 € par vélo mis en libre service. Et donc le free floating, lui, ça ne coûte rien. Mais ça a d'autres inconvénients, entre autres le modèle Gobi Bike avait oublié un petit point, c'est le vol. Chez nous, pendant la deuxième année où on a mis nos vélos libre-service, on s'est fait piquer en 2 mois 20% de nos vélos, c'était en fait des ferrailleurs qui prenaient une station et qui prenaient tous les vélos. Alors c'est pas compliqué de prendre une camionnette et de prendre les vélos qui sont stationnés sur la voie publique sans accroche. Voilà. Donc maintenant, le vélo donc a changé et la révolution technologique du vélo n'est pas terminée. On a une entreprise près d'Orléans qui est en train de faire, mais ce n'est pas les seuls, qui font des vélos qui sont avec on utilise des supercondensateurs pour utiliser l'énergie qui est produite par vos efforts physiques et on stocke cette énergie dans un supercondensateur et donc là-dessus, et ça permet d'éviter les batteries, ça permet d'éviter le lithium, etc. etc. Les EDP, alors on a parlé, les Iropol, les trottinettes électriques, etc., les overboards et compagnie. Alors le problème que ça pose des problèmes juridiques énormes. On l'a vu dans le document que vous avez présenté. En fait, il y a 3 échelles. Normalement, quand vous êtes en trottinette traditionnelle, vous êtes considéré comme un piéton, à condition de ne pas aller à plus de 6 km/h. On l'a dit, le piéton normal, il ne va pas à 6 km/h, évidemment. Mais en gros, une trottinette normale, habituelle, non assistance électrique, vous pouvez rouler jusqu'à 6 km/h, vous êtes considéré comme un piéton. Mais alors, si c'est assistance électrique, vous êtes un ovni juridique. Vous n'existez pas. Vous n'êtes pas un véhicule à moteur. Vous ne pouvez pas circuler sur la voie publique.
vous ne pouvez pas circuler sur le trottoir, vous n'existez pas. Et donc le problème se pose, et en fait, il y a 3 catégories. Jusqu'à 6 km/h, entre 6 et 25 km/h, et au-delà de 25 km/h. Et ce qui me paraît important pour répondre à la question du président de l'entreprise, pardon, je ne me rappelle plus le nom, c'est qu'il faut, la loi, l'homme devra trancher ce problème juridique. Et devra assurer une continuité de l'usage de la trottinette électrique, par exemple. Il ne s'agit pas on ne va pas tout d'un coup dire, bah, je peux plus, je m'arrête parce que j'ai plus le droit d'aller ni sur la route, ni sur le trottoir, ni sur la voie cyclable. Il faudra qu'on trouve des solutions. Quitte à le dire qu'il prend à la main ou qu'il doit aller en dessous de 6 km/h, je ne sais pas, mais on ne peut pas imaginer qu'on puisse avoir une discontinuité de l'usage de tels éléments. Et il faudra que la loi tranche. Des collectivités, vous l'avez rappelé madame, ont le droit d'aller au-delà dans la réglementation de l'espace public. Barcelone, en 2017, a interdit tout véhicule électrique dans le centre-ville. Alors maintenant, pour nos collectivités, je vais faire il y a en fait 4 types d'approches. D'abord, l'approche économique. Ce qui me frappe, c'est que j'ai passé à pas mal de colloques sur le transport. Il y a 4-5 ans, il y avait beaucoup d'innovations technologiques. Elles apportaient un service supplémentaire, mais c'était toujours à un coût supplémentaire. Là, on a toute une série de start-up qui se créent, toute une palanquée d'entreprises, en particulier sur le transport à la demande, dans le milieu périurbain, qui apportent des véritables économies d'échelle. Or, nos politiques globales de transport, vous le savez, elles se réalisent dans un système extrêmement contraint financièrement. Vous savez bien que le transport public, dans le milieu hors région Île-de-France, le client, l'usager client, il ne paye que 20% du coût. Et que notre fiscalité est à bout de souffle. Donc, on est vraiment aujourd'hui, les innovations doivent pouvoir permettre d'avoir certes un meilleur service, mais en même temps, c'est indispensable qu'elles nous permettent d'avoir un moindre coût d'une politique qui est extrêmement compliquée. Ainsi, c'est vrai que le free floating, si on arrive à en pallier les inconvénients sur l'espace public, ce sera le dernier point, j'insisterai lourdement là-dessus, le free floating, ça ne coûte rien à la collectivité. Alors que, je vous ai dit, le VLS, ça coûte très cher. Bah, donc, la question de l'adaptation de l'outil au ciblage du besoin est essentielle. On ne va pas faire un métro dans une ville de 100 000 habitants. Un tram, pour que ça se justifie, il faut qu'on ait grosso modo 2000 personnes par heure et par sens pour que ce soit justifiable. Autrement, il faut faire, en fait, la réponse aux mobilités, c'est un ensemble qui comprend le vélo et les EDP. Donc, deuxième élément, une approche sur la sécurité. J'insiste pas, vous avez largement insisté là-dessus. Je voudrais simplement dire qu'il y a normalement une norme européenne qui devrait publier en début 2019 et qui devrait finalement essayer d'avoir des homogénéisations des règles de sécurité pour ces fameuses EDP. Troisième approche qu'on n'a pas évoquée du tout, c'est une approche par les données. On a besoin d'avoir, pour assurer une véritable politique globale du transport, il faut que les collectivités soient propriétaires des données du transport sur leur territoire. Et c'est vrai que ça va être, dans le dernier point que j'évoquerai dans les conclusions pour la loi l'homme, c'est un point qu'il ne faut pas négliger, parce que si vous avez uniquement une régulation de l'espace public, vous n'avez pas la propriété des données. Et ça me semble un élément important. Et puis le quatrième point, c'est l'essentiel, c'est la question de l'approche par l'espace public. On a bien vu que le free floating, il y avait des vélos partout, c'est absolument dégueulasse. Et vous avez également, aujourd'hui, vous l'avez dit, les conflits d'usage dans les villes-centres avec des trottinettes qui vont trop vite. Voire, je me souviens, sur les quais de Loire, moi je voyais, on avait une piste cyclable avec des mamies qui promenaient leurs chiens, vous savez, avec la laisse à rallonge, et des gens qui étaient en VTT, qui roulaient comme des malades. Normalement, ça se finit mal. C'est pas possible que ça se termine bien.
Donc vraiment, il y a toujours des conflits d'usage. C'est assez classique dans nos politiques publiques. On sait gérer ça sur le terrain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les EDP, tout particulièrement, posent de véritables problèmes de conflits d'usage. Des problèmes d'usage qui posent aussi des problèmes de sécurité, parce que vous l'avez dit, une trottinette, ça freine mal, et comme les nouvelles trottinettes, ça peut être jusqu'à 30-35 à l'heure, ça peut être extrêmement dangereux. Voilà, donc là-dessus, il faut être très prudent pour nous, et il est normal que les collectivités locales puissent réglementer. Alors, elles ont mis en place aujourd'hui, vous savez qu'en Belgique, depuis 2003, il y a un code de la rue. On a un code de la rue. Maintenant, depuis le décret de 2008, il y a des collectivités qui ont mis en place des codes de la rue. Je pense à Bordeaux, je pense à Nantes. Et je pense là-dessus que pour terminer, puisque je vois notre animatrice qui me rappelle à l'ordre, dans la loi LOM, il y a 3 enjeux qu'il faudra que vous traitiez, messieurs, mesdames les sénateurs. Premier élément, le rôle des autorités organisatrices de mobilité sur l'ensemble du territoire. Quel est leur boulot? Comment ça se fait? Comment ça va se partager entre les AOM et puis la région si elles ne prennent pas les compétences? Il y a un travail à faire et j'insiste pour que ce soit les intercommunalités qui soient la maille de base de la réforme de cette loi d'orientation des mobilités. Deuxième élément, la nécessaire clarification juridique des EDP, car on ne peut pas laisser ce vide juridique que l'on a aujourd'hui. Et troisièmement, quelle régulation de l'espace public par les maires? Et là-dessus, il y a 2 possibilités. Soit vous jouez sur le fait qu'il y ait un pouvoir de police, soit vous jouez sur le fait que ce soit en tant qu'autorité organisatrice de mobilité sous la forme d'une licence, qui permet d'avoir un cahier des charges, qui permet d'avoir les données. Et moi, j'avoue que je préférerais, soit sous forme de licence, et qu'on puisse, si jamais ça n'est pas retenu, que le pouvoir de mobilité puisse être, le pouvoir de police puisse être donné, pour le coup, aux conseils municipaux, qui puissent intégrer cette compétence de la police des transports par rapport à la compétence transport qu'à la commune ou qu'à l'intercommunalité. Il faut qu'il y ait une véritable, à mon avis, liaison entre les deux. Je préfère de loin la licence qui permet d'avoir un cahier des charges et qui permet d'avoir la propriété des données, mais si ce n'était pas fait, il faudrait qu'on puisse partager ce pouvoir de police spéciale du transport entre le maire et puis le conseil municipal. Et voilà pour ce débat au Sénat sur les nouvelles mobilités urbaines. Alors on a appris que certains sénateurs se déplaçaient en trottinette électrique et avaient plus de 100 km à leur compteur. Mais plus sérieusement, ces nouveaux moyens de transport posent un problème car ils n'ont pas d'existence juridique. Un hoverboard, par exemple, sorte de skateboard électrique, doit-il rouler sur le trottoir avec les piétons ou sur la piste cyclable avec les vélos? En tout cas, la loi mobilité du gouvernement devra répondre à cette question au printemps et combler ce vide juridique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez voir et revoir tous nos programmes sur le site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur les chaînes parlementaires.